Bon, faut que je vous avoue un truc. Nous, Google, les multinationales, YouTube, on adore et c'est pour ça qu'on a souhaité participer à notre façon à la journée des agriculteurs. Ouais, c'est pour ça qu'il y a un tracteur sur le logo YouTube. Voilà, donc on a hésité entre faire un tuto permaculture en but lasagne ou parler de la crise économique de l'agriculture française dominée par une mafia agricole qui tente de manipuler avec l'aide de l'État le futur grand mouvement de révolte des paysans. Bon, pour rien vous cacher, on fera la but lasagne la prochaine fois, promis. Bonjour à toutes et à tous, on est le 17 septembre et surtout on est à l'aube d'un beau bordel. On vous explique tout ça sur Actu Réfractaire. Bon, tu te souviens du début de l'année, plein d'agriculteurs sont descendus dans les rues, bloquant des centaines de ronds-points et convergeant vers Paris. Voilà, un énorme ras-le-bol dû en grande partie au fait que les agriculteurs n'arrivent pas à se tirer un salaire, qui sont sous les dettes, et en plus de ça, à qui on demande de changer de pratique agricole sans leur donner les moyens nécessaires. Et cette mobilisation historique des agriculteurs, eh bien, elle peut reprendre d'un instant à l'autre. Et pour comprendre cela, eh bien, on va faire une petite revue de presse. Les Échos parlaient déjà fin août du mouvement à venir dans l'agriculture. En cause, une année catastrophique pour le blé français, la pire récolte depuis 40 ans. La FNSEA parle d'une perte de 30 000 euros pour 150 hectares, sachant que beaucoup des gros agriculteurs influents dans l'agro-industrie, les chambres, la FNSEA et le gouvernement, bref, la mafia agricole, sont des céréaliers. Donc s'ils ont une mauvaise année, eh bien, ils vont utiliser leurs institutions pour pousser à des indemnisations. Mais il n'y a pas que le blé. Il y a aussi des épidémies dans le monde de l'élevage qui font des ravages. En particulier, une mutation de la maladie de la langue bleue, une fièvre qui touche les bovins, donc les vaches, mais plus particulièrement les ovins, c'est-à-dire les brebis et les moutons. Les bêtes commencent par avoir de la fièvre, puis meurent quelques jours plus tard. L'épidémie extrêmement mortelle se propage à travers les moucherons. En Ariège, Bastard raconte qu'il y a entre 15 et 60% de mortalité dans les élevages. La Fédération des ovins estime que 70% des troupeaux français sont touchés par la maladie. Et pourtant, la maladie, elle avait déjà bien repris en 2023, donc elle aurait pu être prévenue dès le début de l'épidémie avec une campagne de vaccination. Sauf que l'État a réservé les vaccins seulement au nord de la France. Pourquoi ? Eh bien parce que là-bas, on retrouve les plus grosses exploitations bovines françaises destinées à l'exportation. Tout ça pour partir se faire engraisser en Italie, les bovins doivent être vaccinés, donc l'État finance. Alors que dans le sud, l'élevage est surtout pastoral, avec des petites exploitations qui n'ont reçu aucun vaccin. Ils sont pas remboursés s'ils achètent les vaccins eux-mêmes, et c'est pareil pour les tests PSR pour connaître l'état de santé de l'animal, qui ne sont pas remboursés non plus. Et il n'y a même pas ou peu de suivi de la contamination par l'État. Les éleveurs, organisés en association, calculent eux-mêmes que l'épidémie est multipliée par 2 ou 3 tous les 10 jours. Et vu que les brebis meurent, eh bien elles ne peuvent plus faire de petits pour renouveler le cheptel. Résultat, le cheptel ovin français va diminuer de 30%. Et là encore, pas d'aide de l'État prévue pour les pertes financières, une situation qui est largement dénoncée par la Confédération paysanne. Il y a donc une inégalité de traitement. La mafia qui contrôle la politique agricole française a encore favorisé ces exploitations, celles orientées vers l'export qui ont besoin des traités de libre-échange, contre les autres agriculteurs plus petits qui subissent le système économique, les épidémies et qui se rapprochent de plus en plus de la faillite. Voilà, donc ce mouvement sur fond d'appauvrissement et de colère des agriculteurs, il est réel et l'urgence va pousser à l'action. Et ça inquiète la mafia agricole qui profite bien du système et espère que ça dure encore un peu. Elle se prépare donc à récupérer ce mouvement. La presse régionale multiplie les interviews des représentants locaux de la mafia agricole qui est prête à retourner dans la rue histoire de créer une pression contre le gouvernement. Et au niveau national, la mafia a écrit un texte de loi qu'ils ont envoyé aux députés pour qu'ils le votent directement avec la menace de faire sortir les agriculteurs dans la rue. Donc la mafia contient ses troupes, comme ils le disent d'ailleurs, pour s'en servir comme pression pour obtenir notamment des subventions pour les céréaliers et encore une baisse des contrôles sur les pesticides. Au début de l'année, la mafia agricole, elle avait déjà récupéré le mouvement. Je sais pas si vous vous rappelez de la coordination rurale qui avait emmené dans des actions symboliques totalement inutiles, tandis que la FNSEA avait simulé une victoire pour les agriculteurs après des fausses négociations avec le gouvernement. Sauf que, problème, presque aucune des promesses du pouvoir n'a été tenue. Le gouvernement Attal a tardé à les appliquer, les aides à l'agriculture n'ont pas ou peu été versées, et avec la démission d'Attal et Barnier qui met 3 plombes à réunir 15 bras cassés pour son gouvernement, on arrive à plusieurs mois d'inactivité pour les agriculteurs.
Une inactivité ministérielle qui est un vrai faux problème, hein. De toute façon, une politique ne peut pas à la fois contenter les intérêts de la mafia agricole qui contrôle les grosses exploitations, l'agro-industrie favorable à l'export, et les petits agriculteurs qui vendent en France et qui sont assujettis à la mafia pour ses intrants et sa revente. La FNSEA veut faire croire que les agriculteurs forment une classe unique, mais en fait c'est pas le cas, hein. Maintenant, reste à voir si la colère des agriculteurs s'orientera hors des syndicats, vu l'impasse où ils les ont menés au début d'année. Et évidemment, on garde un œil pour vous sur la situation. On passe maintenant aux brèves, et côté vie politique française, eh bien, ça avance. Le NFP s'est mis d'accord pour valider la demande de destitution de Macron. L'alliance ayant la majorité au bureau de l'Assemblée nationale, elle devrait donc bien être proposée et votée à l'Assemblée nationale. Une motion qui reste symbolique, hein, qui n'a aucune chance de passer, mais qui va permettre, selon les cadres LFI, de situer qui fait partie de l'opposition ou de la majorité. Côté gouvernement, ça traîne encore des pieds, hein. Le fameux budget doit donc être décalé de 8 jours, une première dans l'histoire de la Ve République. Quant au commissaire européen français, le breton, il a démissionné hier. Il est donc remplacé par Stéphane Séjourné, vous savez, le type parachuté au ministère des Affaires étrangères, par son ex il y a quelques mois. Séjourné qui récupère l'équivalent du ministère de l'Industrie européen, hein, ce qui va permettre à Macron de déployer comme il le souhaite sa stratégie industrielle, qui est le sujet d'ailleurs d'une prochaine vidéo sur le canard réfractaire. Allez, maintenant, direction le Mexique et je vous présente AMLO, c'est comme ça qu'on appelle Andrés Manuel López Obrador. Il termine son mandat unique de 6 ans et il rend le pouvoir avec une popularité historique de 70%. Depuis sa prise de fonction, le salaire réel hors inflation a presque doublé. Il a atteint aujourd'hui 248,90 pesos, soit 13,75 euros. Et la dernière augmentation, elle date de janvier, elle était de 20%, rien que ça. Mais l'outil légal a des limites, hein, puisque cette augmentation ne concerne pas tous les travailleurs informels qui sont nombreux au Mexique. Une autre limite qu'a rencontré le pouvoir, c'est la criminalité qui continue de gangréner la société mexicaine. Dans un pays où on compte 30 000 homicides par an, la justice est presque totalement inefficace. L'ONG Zéro Impunité rapporte pour 100 délits, seuls 6,4 font l'objet d'une plainte, dont 14% sont éclaircis. Ça veut dire que la probabilité d'élucider un délit commis dans notre pays est de 0,9%. Pour remédier à ça, AMLO a un plan avant de laisser le pouvoir. Mettre en route une grande réforme de la justice. Il déclare en vidéo « Je vais signer le décret pour la publication de la réforme de la Constitution avec l'objectif d'améliorer le pouvoir judiciaire ». Le dimanche 15 septembre, le décret est promulgué et son principe est simple. Tous les juges et magistrats seront maintenant élus par un vote populaire. Et il a pu faire ça grâce à sa majorité des 2/3 au Congrès des députés. La magistrature, les investisseurs et même les États-Unis sont en sueur. Selon Washington, cette refonte de la Constitution représente un risque pour la démocratie mexicaine et une menace pour la relation commerciale du pays. Il signe le décret avec à ses côtés la future présidente Claudia Sheinbaum qui prendra le pouvoir le 1er octobre après avoir remporté l'élection présidentielle le 2 juin avec près de 60% des voix. Cette réforme de la Constitution, elle fait du Mexique le premier pays au monde à élire tous ses juges par vote populaire, y compris ceux de la Cour suprême. Près de 7000 fonctionnaires judiciaires vont être élus entre 2025 et 2027. Et voilà, on termine cette actu réfractaire qui a été écrite par Nico et Johan, montée par Monteur des Coloniales et rendue possible par tous les canards qui travaillent derrière. Moi je vous dis à demain 18h et sur ce, prenez soin de vous. Ciao.